bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Spectre. Il est réalisé par Sam Mendes. Il est sorti au cinéma le 11 novembre 2015 et je l'avais vu au cinéma et en version originale. Vous avez donc suivi ma review sur les James Bond. Vous n'êtes donc pas surpris d'avoir maintenant Spectre, le dernier opus en date à l'heure où j'enregistre cet épisode. Il est donc toujours réalisé par Sam Mendes. Voir ma critique de Skyfall si vous vous posez la question de qui c'est ce mec. Il est toujours scénarisé par John Logan, il y a toujours Daniel Craig dedans, et on rajoute un petit coup de Christophe Waltz dans le rôle du méchant. Christophe Waltz qu'on ne présente plus, le colonel SS Landa dans l'extraordinaire Inglourious Basterds, le super rôle qu'il a aussi dans l'autre, dans Django Unchained. Bref, un acteur qu'on présente plus parce qu'il est juste, il a été génial chez Tarantino. Je sais pas s'il a fait des super rôles chez d'autres auteurs, honnêtement. Quoi qu'il en soit, l'avoir dans un film, ça le fait grave en général. C'est pour peu qu'on sache l'utiliser, je reviendrai dessus là-dessus. Je reviendrai dessus sur ce point après. Spectre, c'est aussi l'arrivée de la fameuse organisation mythique dans les films Bond, hein, qui datait des films avec notamment Dr No et tout ça. Pour la petite histoire que j'ai probablement déjà racontée dans la review sur Skyfall, il se trouve que le Spectre, enfin les droits autour de James Bond, étaient séparés notamment avec un auteur, la boîte de production, mais aussi un auteur, qui possédait les noms notamment de certaines organisations, de certains personnages, dont le personnage de Blofeld notamment, Dr No, et l'organisation Spectre. C'est pour ça que comme je l'avais évoqué je crois dans ma critique sur Quantum of Solace, dans mon retour sur ce film, il était impossible d'utiliser ce terme, même si déjà à l'époque ils avaient envie de le dire, ils avaient envie de revenir sur cette organisation, mais ils n'avaient pas les droits pour pouvoir le dire tout de suite, c'est l'organisation Spectre. C'est pour ça que l'organisation s'est d'abord appelée Quantum. Et finalement, Quantum se retrouve là un peu facilement comme une sous-branche de Spectre. Je reviendrai là-dessus, c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient eue en termes d'écriture, mais on se comprend, ils avaient pas le droit, donc de toute façon, ils pouvaient pas le lire. Et entre Skyfall et Spectre, ils ont pu racheter les droits à la famille, aux ayants droit, je crois, de l'auteur, et du coup, ils ont pu enfin les sortir de leur manche et baptiser le film carrément, sobrement, Spectre. C'est pour ça qu'on a ce retour un peu mythique, nom qui veut vraiment dire quelque chose pour les fans de la série, pour les gens qui suivent James Bond depuis longtemps. Ça dit beaucoup de choses sur le public qui était visé sur ces James Bond, mais je vais y revenir après, ne nous affolons pas. On va de nouveau, encore une fois pour rajouter un de nouveau de plus, dans le passé de James Bond et dans son passé familial notamment, hein, puisque c'était déjà le cas dans Skyfall et on continue avec Spectre. On a de nouveau un film qui est la conséquence des films précédents, qui est donc une suite directe, en quelque sorte, à Skyfall, qui était lui-même une suite directe à Quantum of Solace, qui était lui-même une suite directe à Casino Royale. Donc cette idée de transformer James Bond en film sériel, qui est discutable. Si vous avez écouté ma review sur Mission Impossible, vous savez un peu ce que j'en pense, mais je vais revenir quand même, pour boucler cette grande review sur James Bond, je vais revenir sur ce point-là plus tard. Parce que là, c'est le dernier qui est sorti, ça vaut le coup de faire un petit peu le point sur cette question. Donc avec tout ça, tous ces éléments, on pourrait s'attendre à une deuxième réussite pour Sam Mendes. Mais il manque un nouveau scénario solide de John Logan. Le scénario de Skyfall était solide, celui de Spectre, il est suspense, on va aller vers le pitch. Après avoir sauvé Mexico d'un attentat, Bond révèle à Moneypenny que c'est M, dans un message posthume, qui lui a donné la piste d'une organisation secrète. Cette recherche va mener à nouveau Bond sur les traces de son passé, des morts et de ceux qui ne le sont pas tout à fait. Il y avait une grosse attente. Il y avait une grosse attente sur Spectre après l'excellent Skyfall. Même équipe, avec de nouveaux éléments, avec des rajouts super fun comme le retour de l'organisation Spectre pour les fans, Christophe Waltz qui arrive dans le rôle du méchant, bref, ça tapait fort, quoi. Là, on sentait que elle est assez doux en rôle de James Bond Girl. Bon, ça, je sais que ça divise, mais bon, je pense que ça ne faisait qu'augmenter la hype. Alors, pourquoi on aurait dû s'inquiéter avant ce Spectre ? Moi, perso, je m'inquiétais pas, mais je me disais, c'est chaud quand même de faire aussi fort que Skyfall. C'est un peu mon expérience du cinéma, ma petite expérience du cinéma qui me fait dire ça, c'est chaud d'enchaîner deux films comme ça, qui ont vraiment du caractère. En général, il y a un creux. Ça arrive pas toujours, mais en général, c'est compliqué. En même temps, j'avais de l'espoir parce qu'il y avait eu 2-3 ans entre les deux films, ou 4 ans, même si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 2011 et 2015. Je suis plus sûr. Bref.
Et du coup, je me disais, ils ont quand même eu le temps de bien développer le film. 4 ans, c'est bien. 3 ans et demi, 4 ans. Bon. Nonobstant le scénario de John Logan est ce qu'il est, et les bonnes idées, ben ça fait pas un scénario abouti. Ouais, j'ai un peu spoilé ma critique d'un seul coup, mais on va y aller, calmez-vous. Le film est plutôt maîtrisé. Il se suit sans déplaisir. Il y a une mise en scène au comble de l'élégance pour un blockbuster. Franchement, ça pète la classe. Pour vous donner quelques scènes, la scène d'introduction dans cette fête au Mexique, la fête des morts. Alors, j'ai appris, en tombant sur une info parallèle du film par hasard, qu'en fait, il faisait plus cette fête avant que le film sorte. Et depuis que le film est sorti, la ville de Mexico City a réinstauré la fête des morts. Donc, vous sentez le coup marketing, quoi. On peut pas leur en vouloir pour le coup, mais en l'occurrence, voilà. Moi, je pensais vraiment qu'ils faisaient une grosse fête pour ça me paraissait logique qu'au Mexique s'occupait de ça. Je sais pas sur quel film je me suis basé, sur les séries qui étaient dans mon inconscient à me faire croire que c'était évident au Mexique. Quoi qu'il en soit, cette fête n'existait plus et elle avait été remontée complètement pour le film, et du coup, maintenant, elle existe, ils l'ont réinstaurée, ou je sais pas s'ils l'ont instaurée ou réinstaurée, en tout cas, le film a poussé à ça. Voilà, petite anecdote marrante. Quoi qu'il en soit, la scène d'introduction qui commence par un plan séquence vraiment super classe où le mec marche t'as James Bond qui marche comme ça, avec des masques de squelettes, super, référence simple mais directe au fait qu'on va aller creuser dans le passé, dans un passé mort de James Bond, avec des morts qui reviennent et tout ça, c'était franchement bien. Simple mais parfaitement introduit, on le voit marcher comme ça au milieu d'une foule, donc on démarre au milieu d'une foule, puis ensuite on rentre dans un hôtel, puis il monte dans un ascenseur, on va dans la chambre, toujours pas de cut, ensuite il sort par la fenêtre, on le suit toujours pas de cut, enfin, un plan séquence de ouf, finalement on a un cut, mais avant il y a un contre-champ sur celui qui l'espionne, mais le plan il est classe, c'est violent quoi, là c'est là qu'on reconnaît le talent de Sam Mendes, de son équipe et tout, et que le mec il s'est taffé quoi. Ça pète la classe, c'est violent quoi. Quand je dis ça la classe, c'est que le plan glisse, il est facile, il est évident, il est beau dans le sens où n'importe qui voit le plan, on voit vraiment qu'esthétiquement c'est équilibré, que ça déconne pas, il n'y a pas un détail où on se dit putain c'est bizarre d'avoir ce truc là, les détails de la chambre, des costumes, tout ce qui passe dans le plan a de la gueule. Ça c'est vraiment du gros taf d'équipe pour que ça fonctionne, gérer toute une foule autour d'un plan séquence qui est très long, c'est très difficile et c'est parfaitement géré, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, ça, quand je dis que c'est la classe dans le sens où le mec, tu sens que l'équipe qui a bossé là, ils ont géré, mais magnifique quoi. C'est très compliqué d'avoir des plans comme ça, mais quand ça a l'air aussi naturel, on se dit bah c'est pas si dur. C'est justement parce que ça a l'air facile que c'est la preuve que c'est aussi réussi. Quand tu sais que derrière la caméra il y a 8 personnes, qu'il faut faire bouger les lumières selon les plans quand ils sont à l'intérieur. À l'extérieur, quand ils rentrent de l'extérieur à l'intérieur, il faut pas qu'on voit qu'il y ait des projecteurs, des machins, donc il faut tout mettre hors champ ou derrière des rideaux. C'est un taf de débile. Ensuite, il faut faire rentrer le plan dans l'ascenseur sans qu'on les acteurs aient l'air d'être écrasés par une caméra qui sera en face d'eux. Ça veut dire qu'il y a un système qui permet de faire semblant que l'ascenseur est aussi petit qu'il a l'air, alors qu'en fait il l'est pas du tout. Bref, tout ça c'est du très bon taf. Ça glisse complètement comme plan, c'est la grande classe. Et en plus, commencer un film avec un plan comme ça, en général, t'embarques le spectateur quoi. Après, il n'y a pas que ça qui fait le film, mais tu le catapultes dans l'histoire quoi. C'est juste excellent. D'un seul coup, tu fais corps avec James Bond pendant un long plan, c'est vraiment excellent. Peut-être un des plus beaux plans que j'ai vu dans un James Bond, c'est vraiment grandiose. Même s'il y en a d'autres dans Skyfall que j'ai décrit dans ma critique que je préfère. Ça envoie du bois, mais c'est violent, quoi. Ensuite, évidemment, il y a la scène d'arrivée du méchant. Un grand banquet qui se passe autour d'une table, comme ça, où il y a chaque membre. La table est hyper longue. Ils sont dans un palais italien, comme ça, qui a une sorte de majesté. Et en même temps, tout le monde est silencieux. On sent vraiment une sorte de crainte, de respect, comme ça. L'ambiance est hyper lourde.
le méchant à l'arrive, il s'exprime pas, il chuchote juste des trucs à son homme de main qui parle pour tout le monde, enfin... Il y a toute une mise en scène comme ça, de la lumière aussi, le méchant s'assied, il y a une lumière derrière lui qui fait qu'on voit pas son visage jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où James Bond le découvre, hein, puisque le film prend le point de vue d'être vraiment très proche de James Bond. Malheureusement, il tient pas ce point de vue dans toute la mise en scène, ce qui est vraiment dommage. Il n'a pas osé cette radicalité-là, ou peut-être que la production l'a pas laissé, je reviendrai là-dessus après, parce que c'est quand même de Sam Mendes dont on parle. Et en l'occurrence, la séquence est splendide, quoi. Elle pète la classe de A à Z. Après, on reviendra sur son efficacité. Mais encore une fois, quand je dis la classe, c'est la maîtrise de la mise en scène, à quel point on arrive à donner, grâce à l'image et grâce à des infos très simples et posées, avec des plans posés, un maximum d'éléments, d'ambiance, d'émotion. Et ça, c'est... Voilà, c'est juste très très fort. Il y a la scène de combat entre Daniel Craig et Dave Bautista. Dave Bautista qui est... que vous connaissez dans le rôle de Drax, probablement dans les Gardiens de la Galaxie, qui est un ancien catcheur, hein, tout simplement. Je sais pas si... Peut-être qu'il l'est encore. Hein. De toute façon, le catch, vous savez, c'est des gens qui bougent beaucoup, ils vont faire d'autres sports. Brock Lesnar, il allait faire du MMA. John Cena, il a fait du cinéma. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plein d'autres. Et puis ils reviennent, hein, donc, parce qu'évidemment, en catch, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Si le buzz fonctionne, le buzz fonctionne. Donc Dave Bautista, qui joue donc le rôle de l'antagoniste physique des James Bond, ils ont une scène de combat dans un train. Bah, la scène, elle pète d'un seul coup. Il y a jusque-là, on était dans une mise en scène très léchée, et d'un seul coup, ça devient hyper violent, organique. Les plans sont... la sensation de violence, la sensation de puissance du personnage de Dave Bautista fonctionne complètement. Les coups qui se mettent font mal. Enfin, voilà, quoi. C'est une excellente chorégraphie de combat qui est vraiment, pour le coup, filmée de manière classique. C'est-à-dire, on pourrait donner un style plutôt chorégraphique à ce combat-là, et en même temps, c'est exactement géré pour avoir des plans qui, au milieu de ça, sont... je sais pas si elles sont en épaule, mais en tout cas, donnent une sensation de coup, une sensation de mouvement au bon moment, et du coup, on est dans quelque chose de physique et de comment dire, visuel. C'est-à-dire, on ressent l'impact, on est vraiment dans l'action, mais en même temps, on voit bien ce qui se passe. C'est cet équilibre-là qui est très hollywoodien, en quelque sorte, puisqu'il s'agit de ne pas emmener le spectateur vers quelque chose de trop ressenti ou de trop regardé, de trop contemplé. Et là, Sam Mendes, à cet endroit-là, bah, il est tout simplement très très bon pour notre époque en 2018. Ça claque encore, quoi, tout simplement. 3 ans plus tard. Mais en l'occurrence, la séquence a un punch grâce à ça, grâce à ce bon dosage de mise en scène, qui renvoie, bref, la mise en scène globale du film, elle est de ce niveau-là. Il faut vraiment le dire, ça pète la classe, c'est violent. On est dans l'exemple de mise en scène efficace et signifiant. Là, je sais pas, c'est compliqué de critiquer ce film sans dire que Sam Mendes a fait un taf génial. Je pense que ce serait hypocrite, de ma part. L'histoire est clairement une conclusion frontale des 3 autres films, voire carrément le climax des 4 films. Et je reviendrai là-dedans dans une partie spoiler. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces qualités, on a une sensation de mollesse, bizarrement. C'est un film mou. On a ce super plan d'intro, et après le film, on a une intro évidemment avec de l'action et tout. Et ensuite, on a une sorte de sensation que l'histoire démarre pas vraiment, qu'elle n'arrive pas réellement à rentrer dans une forme de tension. Alors, peut-être que c'est compliqué de faire un début comme Skyfall, où voilà, James Bond se prend une balle dès le début, boum, hein, c'est quand même autre chose en termes d'intensité, on peut pas faire le coup à chaque film, mais en l'occurrence, même si j'ai par exemple été très critique avec le dernier Mission Impossible, la scène d'introduction a envoyé une certaine tension. Même si j'y ai pas cru, même si la fin n'a pas marché sur moi, j'étais quand même catapulté dans l'histoire assez pour qu'ensuite ça enchaîne. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est presque trop bien. C'est la limite d'avoir un style très, classe, très maîtrisé, très léché, quand le scénario manque globalement de tension. On se retrouve finalement avec un film qui ronronne un peu. Et malheureusement, Spectre ronronne beaucoup. Hein. Pour 2 raisons. Le scénario refuse en quelque sorte d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours un frein à main. Je vais revenir sur 2 éléments précis en essayant de pas trop spoiler. Je ferai une partie spoiler à la fin. Il y a le personnage de Madeleine Swann qui est joué par j'ai dit son nom juste avant, donc une actrice, Léa Seydoux, pardon. J'ai lu quelque part son nom, Madeleine Swann, était une référence
aux Madeleines de Proust, son livre Du côté de chez Swann, que j'ai pas lu. Hein. Mais la Madeleine de Proust, si j'ai bien compris, c'est un peu un souvenir, un très bon souvenir, quelque chose de l'ordre du souvenir séminal. Et donc, je lui donnais le nom de Madeleine Swann, c'était évoquer le fait qu'elle a ce pouvoir sur James Bond, elle arrive à lui faire se souvenir des choses. Elle lui rappelle un peu l'humain qu'il est, et les bonnes choses qu'il a vécues, mais aussi les choses dures, et à quel point il doit quelque part prendre soin de ce qu'il peut avoir. Bonne idée sur le papier. Assez drôle de lui donner ce nom-là pour ça, mais peu importe, bonne idée sur le papier. Dans les faits, dans le film, il y a juste un moment précis où il est censé l'oublier, il l'oublie pas, et honnêtement, c'est un peu vendu du genre, il est tellement amoureux qu'il l'oublie pas. Je vous spoil rien parce qu'on sait très vite que c'est ce qui va se passer entre eux. Hein. C'est vraiment genre, t'as 2 séquences, tu dis ok, en fait il faut qu'il soit amoureux d'elle visiblement, et malheureusement c'est ça la sensation qu'on a, c'est il faut qu'il soit amoureux d'elle. Mais on n'arrive pas à croire à cette séduction, en tout cas moi j'ai pas réussi à y croire. L'autre élément qui pose problème c'est Waltz, Christophe Waltz qui joue le méchant du film. Et franchement, son histoire dans le film, c'est le méchant. Il est opposé à James Bond, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il est opposé à James Bond, et on insiste là-dessus. C'est quand même... Et ça ne dépasse pas ça, j'insiste, ça ne dépasse pas ça. Je trouvais au moins, chez le personnage de Silva, on avait des zones d'obscurité, des zones de complexité. Visiblement, il est homosexuel, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, il a du désir pour James Bond, tout en voulant le tuer. Il a un rapport qui est étrange avec M aussi, il veut la tuer mais en même temps il veut toujours il veut redevenir le fils pour elle, donc il y a quelque chose comme ça qui est très ambigu et complexe. Je peux vous dire tout de suite que le méchant, si vous n'avez pas vu Spectre, Christophe Waltz est beaucoup trop lisible, à tel point qu'il dit tout ce qu'il est. Il dit exactement tout ce qu'il est et il n'y a rien d'autre qui déborde. Ce qui fait que on se retrouve avec un film étrange où le trio principal, James Bond. Sur les 3 personnages du trio principal, James Bond, Christophe Waltz et donc le personnage de Léa Seydoux, Madeleine Swann, il y en a 2 qui sont complètement des béquilles au premier, donc à James Bond. Il se trouve que Daniel Craig joue très bien, donc ça passe, mais vous comprenez l'idée, on a un film qui claudique complètement à cause de ça, et c'est vraiment étrange, c'est vraiment parce que le scénar, à un moment donné, a un frein à main. C'est un film qui... La problématique du film... La problématique principale du film, elle est trop métaphorique de manière frontale. C'est une métaphore des James Bond, des 4 derniers, mais de James Bond en général. Alors c'était présent dans Skyfall, on avait cette symbolique d'un James Bond qui est dépassé par le nouveau cinéma d'action, et ainsi de suite, par la nouvelle technologie, qui peut pas s'y adapter et qui peut plus être intéressant, et le film répondait avec un excellent pied de nez en disant bien sûr que si, on peut faire d'excellents James Bond, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter le passé, il faut juste savoir à un moment donné l'assumer et en faire fi pour aller vers de la nouveauté. Et c'était excellemment dit par le film, excellemment, parce que le film était complexe. Encore une fois, il n'arrivait pas avec Silva qui était juste là pour mettre en évidence une lecture métaphorique de James Bond. Il sert à ça. Il est un double déformé de James Bond, mais il est un personnage, il existe. Il a un rapport à M qui est passionnel, pardon. Donc vous voyez ce que je veux dire. Je vais revenir du coup clairement sur Spectre. Du coup, on se retrouve avec, j'ai l'impression, un scénario qui empile plus une sorte de blague. Pour revenir sur le personnage de Madeleine Swann, c'est vraiment compliqué de croire leur histoire d'amour avec Bond, parce que les différentes scènes qu'ils ont avec lui sont, je trouve, entre Madeleine et Bond, il y a quelque chose comme ça d'assez artificiel, c'est cotonneux en fait. Et le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est la scène de séduction qui se passe dans un train, qui fait clairement référence à la scène de séduction entre Bond et Vesper dans Casino Royale. Là, je comprends l'idée du souvenir, elle est un écho. Il revit un peu la même chose avec Madeleine qu'il a vécu avec Vesper. Admettons. Mais là, le dialogue avec Vesper était piquant, était complexe. Vesper arrivait à démasquer Bond, et ça c'est beaucoup plus intéressant pour le spectateur, c'est beaucoup plus choquant. Là où la discussion entre Bond et finalement et Madeleine décolle pas réellement, elle le pique pas. Elle se rend compte qu'il a un masque quelque part, et que du coup ça l'intéresse. On comprend ça, et qu'ils commencent à être intéressés l'un par l'autre, ok. Mais bon, comme James Bond est intéressé par toutes les femmes, un tant soit peu symétrique, en tout cas les films nous le vendent comme ça,
Est-ce que c'est si surprenant que ça? Non. Est-ce qu'elle arrive à le choquer comme Vesper a pu le faire? Absolument pas. Et du coup, la comparaison est vraiment au désavantage du personnage de Madeleine, puisqu'elle va, à un moment donné, rester, comment dire, un, un écho, quoi, de ce qu'était Vesper. Et du coup, ça ne fonctionne pas, ce qui fait qu'on a la sensation que Bond l'aime très et trop vite. C'est supposé être le même effet qu'avec Vesper, mais au moins Casino Royale prenait le temps du film pour y arriver. Vesper lui résiste, et lui résiste à juste titre. Il est con sur plein de points. Comme lui, il a des raisons qui sont compréhensibles de lui en vouloir à elle, et quand il commence... Il faut qu'il se fasse torturer en se faisant gratter les parties, euh, pour, en quelque sorte... Il est profondément blessé dans sa virilité, ce qui n'est pas du tout symbolique hein, dans Casino Royale. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à enlever son masque et qu'il lui dit frontalement qu'il enlève son masque. C'est cohérent, c'est bien écrit, c'est pas forcément parfait, mais c'est bien écrit et ça se sent dans le film. Ce qui fait que quand finalement Vesper et Bond s'aiment, ce qui n'est pas une surprise qu'ils couchent ensemble, la surprise c'est qu'ils tombent réellement amoureux et qu'on peut y croire. Là... les réactions de Madeleine, c'est vraiment trop... elle suit James Bond, puis après elle veut plus le suivre, puis finalement elle le suit, puis elle apprend exactement comment son père est mort, mais plus tard elle le réapprend, ça devrait la choquer. Enfin, le film est écrit de manière alambiquée. Il y a vraiment des soucis dans le trajet de Madeleine dans le film, et du coup, je trouve que la séduction entre eux, par exemple, du coup est quasiment inexistante. Le personnage est finalement creux. Là où Vesper, encore une fois pour finir la comparaison, était beaucoup mieux écrit, tout simplement. Mieux écrit, pas forcément mieux interprété. Moi, j'ai du mal à comparer parce que je trouve que, par exemple, Léa Seydoux et Eva Green, c'est des actrices qui ont des tics de jeu très très forts. On peut les voir dans plusieurs films, avoir la même expression, la même manière de jouer, des personnages qui sont supposés être très différents. Donc je trouve pas que l'une soit meilleure que l'autre, mais clairement, dans Casino Royale, Eva Green a le temps d'interpréter son personnage, de lui donner de la densité. Je trouve pas que Léa Seydoux, elle ait les éléments dans Spectre pour pouvoir le faire. C'est flagrant par les scènes qui sont très neutres. À la fin, elle a une séquence avec James où elle est dans la rue, ils se disent quelque chose de très important, elle est juste dans une rue, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez vide, là où Vesper a le temps d'exister dans un train, il y a quelque chose comme ça de très fort, la chambre d'hôtel, la scène dans la douche qui est très séminale. Ensuite, quand ils vont en bateau, ils partent vers Venise. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où elle a le temps de respirer en tant que personnage. C'est pas le cas du personnage de Léa Seydoux. Elle est vraiment mal équilibrée dans le film. Alors, je fais une petite hypothèse. Je pense que John Logan, le scénariste principal, est pas très à l'aise avec les séductions et les rôles féminins, visiblement. Il y avait une absence de personnages féminins forts, hein, déjà dans les personnages principaux de Skyfall. Quoique. Le personnage de Séverine, l'esclave femme, entre guillemets, de Silva, mais je pense qu'on peut vraiment parler d'esclave dans ce cas-là, est excellent. C'est vrai qu'elle est excellente dans Skyfall. La scène de séduction au casino, notamment, elle est courte, mais elle est plutôt vraisemblable, notamment grâce au jeu de Bérénice Marlowe, qui est très très bon. Même si perso, je trouve qu'elle meurt vite et que c'est un peu accessoire, le perso est intéressant. Ouais, non, là je suis allé un peu vite en besogne. En fait, John Logan, c'était un personnage très bien écrit, pour le coup, Séverine. Même s'il avait pas trop le temps d'exister. Visiblement, il préfère leur donner un temps d'écriture peut-être court, peut-être que c'est ça qu'on peut dire. Mais non, je peux pas aller jusqu'à dire qu'il a du mal avec les scènes de séduction, puisque c'était bien fait dans Skyfall avec donc, le personnage de Séverine. J'ai un peu vite en conclusion, notamment parce que le scénario a été aussi écrit par Jess Butterworth. Jess Butterworth, qui est... ça s'écrit Butterworth, hein, mais je crois que ça se dit Butterworth. Qui est notamment un scénariste de Edge of Tomorrow, que j'avais bien aimé, moi, Edge of Tomorrow de Tom Cruise. Je reviendrai dessus à l'occasion. Entre autres, hein, il a été scénariste avec son frère d'autres trucs, mais voilà. Et il a aussi été appelé pour le scénario de ce film, donc John Logan n'a pas écrit tout seul comme... Enfin, il n'a pas écrit avec Purvis et Wade, qui sont les deux scénaristes. Si vous avez suivi ma rétro des James Bond, vous savez que c'est les deux scénaristes qui suivent James Bond depuis Meurt un autre jour, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, ou Demain ne meurt jamais, je sais plus. Et du coup voilà, c'est un peu les garants d'un certain style James Bond ou d'une certaine référence. Mais en l'occurrence, c'est pas de eux qu'on attend les idées originales. La preuve, c'est qu'on fait venir des gens comme John Logan, ou en l'occurrence sur Casino Royale, j'ai oublié son nom, Paul Haggis.
C'est pour ça que je pense que ça vient plutôt d'eux. Et là, en l'occurrence, ils ont fait aussi venir Jess Butterworth, qui sous-entend qu'il y a peut-être eu des difficultés à l'écriture plus cette fois-ci que sur Spectre, et qui me fait penser que la production n'a pas forcément été d'accord avec la première écriture qui a été proposée dans du script de Spectre, mais je reviendrai là-dessus après. Donc c'est difficile de dire si Logan a vraiment un manque d'efficacité dans des scènes de séduction entre Seydoux et Craig, oui, mais par exemple entre Craig et Marlowe, c'était très bon dans Skyfall, donc. Sans compter que, ah oui, bah oui, mais c'est vrai, il y a aussi une scène très sensuelle avec Monica Bellucci et Craig, qui est plutôt réussie, qui est courte, mais qui est assez efficace. La sensation de sensualité est bien transmise, même si ça va un peu trop vite, comme souvent dans les James Bond. Peut-être qu'on laisse pas le temps au personnage d'évoluer, en quelque sorte, sur ce point-là. Je sais pas. En tout cas, je trouve que faire draguer James Bond de tout systématiquement une femme, un personnage secondaire féminin, comme ça, pour le faire, entre guillemets, bon. Alors là, c'est plutôt bien amené dans Spectre, on comprend la relation qu'il peut avoir avec le personnage, qui est relativement intime dès le départ. Pardon. Excusez-moi, mais en l'occurrence, voilà, je pense que ça devrait plus être aussi indispensable. C'est le genre de truc qui me fait penser que ça a été ajouté au scénario à la fin, parce que c'est James Bond et qu'il faut garder ça, et là, je vois bien Neil Purvis et Wade être très à cheval là-dessus. La production voulait récupérer une certaine forme de James Bond classique, après Skyfall, qui relançait plus ou moins l'idée d'un James Bond qui revenait aux sources. Mais je reviens là-dessus parce que je pense que vraiment qu'il y a eu une mésentente entre Mendes et la production pour différentes raisons. Donc en l'état, le personnage de Madeleine est supposé avoir beaucoup de poids dans l'histoire de Bond, au moins autant, voire plus que celui de Vesper Lynd, mais le film réussit clairement pas à lui donner ce poids. Je pense que c'est faute à un manque de raison précise de la présence de Madeleine dans l'histoire. Je sais pas, je fais des hypothèses, mais par exemple, il aurait peut-être mieux valu que Bond lui mente. Si vous avez pas vu le film, vous voyez pas trop ce que je veux dire, mais grosso modo, Bond fait quelque chose de très fort pour elle, mais il lui dit dans la vie à elle, c'est très important, il la rencontre et il lui dit assez frontalement ça, peut-être que ça aurait été intéressant qu'il l'oublie, ou bien tout simplement plus tard, quand Bond est supposé l'oublier, pourquoi ça aurait pas été plus intéressant qu'il l'oublie réellement, et que ce soit elle qui l'aide à se souvenir. Là, j'aurais trouvé quelque chose de fort en termes de la métaphore de la Madeleine de Swann, j'aurais trouvé ça classe, mais pour ça, il aurait fallu qu'une scène avant soit très forte entre eux. Bon, en l'occurrence, ça aurait pu être celle-là, mais il y avait quelque chose à faire avec ça qui me paraît plus intéressant. Mais bon, au final, le vrai truc, c'est que l'écriture de leur relation, elle est molle, elle est sans relief. Voilà. Le scénario, comme je disais, avance avec un frein à main, et cette relation, elle éclot jamais réellement. Dans Casino Royale, à un moment donné, ça va très loin, ils se font torturer, grosso modo, tous les deux. Ils en arrivent à un point limite de leur existence, et ils partagent beaucoup de choses avec Vesper, ce qui fait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et que ça marche. Là, avec Madeleine, ils partagent des choses, mais ils n'ont pas le temps d'avoir une vraie relation conflictuelle complexe. Ce qui fait qu'on n'a pas cet effet d'élastique qui se déteste pour finalement s'attirer, mais pas forcément s'attirer de manière artificielle, s'attirer parce qu'ils traversent des choses difficiles ensemble et qu'ils se découvrent chacun au travers de cette nouvelle violence. Ce qui fonctionnait très bien avec Vesper Lynd et ce qui, là, je trouve, ne fonctionne pas du tout avec Madeleine Swann, donc. Et donc on a un problème similaire pour le personnage du méchant de Valls. C'est un méchant sans envergure. Et j'ai même envie de dire qu'il est joué sans envergure. C'est une grosse déception. Pourquoi utiliser Christophe Valls comme ça ? Franchement, je comprends pas. C'est un méchant qui est ni psychotique, ni terrifiant, ni sadique. Mais le film veut nous donner l'impression qu'il est tout ça. Mais comme d'habitude, c'est fait avec mollesse. La comparaison par exemple avec Silva, le méchant de Skyfall, est juste terrible. Silva fait tout mieux, simplement tout mieux. Son plan est plus impressionnant, il inspire plus de terreur, il est plus sadique, il est plus fou que le personnage de Christophe Valls. Bref, il y a tout pour que ce personnage, à la comparaison, on comprend tout de suite que le personnage de Christophe Valls a été mal écrit. Et surtout, on lui a demandé de jouer comme ça au premier degré, je ne comprends pas. Je trouve l'exemple de la scène de torture est particulièrement parlant dans le film. Il y a un moment donné où James Bond se fait torturer. Sans spoiler, la séquence est sans intérêt autre que de permettre à James Bond de s'échapper. Vraiment. Il est supposé se passer quelque chose de très important au niveau émotionnel, mais vu que c'est mal construit avant, ça décolle toujours pas. Et on se retrouve du coup avec une scène où, grosso modo, l'objectif de la scène, c'est
il faudrait que James Bond doit s'enfuir. Or, une scène de torture, normalement, du héros, c'est le moment où on doit pouvoir avoir la place, si la scène prend son temps, au méchant pour expliquer, montrer, donner à ressentir qui il est, avec complexité si possible. Et là, en l'occurrence, c'est complètement raté, puisque le personnage a déjà tout dit avant. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de scènes où on voit Christophe Waltz parler, grosso modo soliloquer, finalement pour dire très peu de choses, je trouve. Et en plus pour dire des choses hyper lourdes. Alors désolé, je vous spoil un peu, mais quand on a un méchant qui vous dit tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'était à cause de moi. Ouais, non seulement c'est chaud, mais en plus il faut que ce soit super bien amené, hein, quand on est dans une suite de films, parce que sinon ça va paraître complètement cotonneux. Les gens qui n'ont pas vu les films précédents ou qui n'ont pas retenu les films précédents vont pas piger de quoi ils parlent. Et ceux qui voient que ce film-là, ils l'ont pas vu faire, il faut qu'ils voient quelque chose faire à la hauteur de cette violence-là. Ce qui n'est, encore une fois, pas le cas. Bref, tout ça pour dire, c'est un personnage qui est creux, mais c'est impressionnant, quoi. Là, pour le coup, c'est impressionnant. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Waltz qui joue systématiquement de manière monotone. On parle de Christophe Waltz, quoi. On parle du colonel Landa, le mec qui parle italien, allemand, anglais, français, qui a une sorte de truculence par moment, qui a l'air d'être un gosse quand il est content, qui est complètement sadique, qui tue une femme en l'étranglant de manière complètement, comment dire, névrotique. Enfin voilà, c'est cet acteur-là dont on parle. Et là, on nous balance un Christophe Waltz qui joue de manière froide, molle, qui s'ennuie visiblement dans le rôle. Enfin, c'est terrible. Mais qui a eu cette idée de jeu? Franchement, ils avaient pas vu Waltz chez Tarantino. Franchement, je comprends rien, quoi. Pourquoi faire différemment si c'est pour le rendre plus fade dans le jeu? Ça, vraiment, je pige pas. Surtout quand le scénario patauge à le rendre intéressant. Pourquoi pas le laisser cabotiner du coup? Ça aurait pas été un défaut, hein. Au moins on se serait amusé, entre guillemets, dans ces séquences-là. Enfin, j'ai une question simple. C'était quoi la motivation c'est quoi la motivation du méchant dans le film? Alors là, gros spoiler, son motivation c'est d'emmerder James Bond. Toute une organisation internationale souterraine pour emmerder James Bond. Je caricature à peine, hein. Faut bien comprendre que dans les films précédents, même dans Quantum of Solace, les méchants avaient un objectif qui allait bien au-delà d'emmerder les services secrets ou qui que ce soit, qui allait bien au-delà. Et ensuite, ils avaient des cordes personnelles. Même le personnage de Dominic Green, qui est pas un personnage réussi dans l'écriture, hein, je l'avais dit, hein, dans ma critique de Quantum of Solace, il a un agenda qui est, social, politique, ce que tu veux, et personnel, intime. Et c'est clair, ça se lit, même s'il le dit pas, ça se lit dans le personnage, on le comprend, dans sa relation notamment avec le personnage d'Olga Kurilenko. Bref, c'est pas complexe, ça, comme chose. Donc voilà. La sensation qui est véhiculée par le méchant du film, donc par Christophe Waltz, mais ça me rend triste de le dire, c'est on voit jamais clairement faire autre chose que ça. Il cherche à torturer Bond d'une manière ou d'une autre. Enfin, je sais pas, c'est faible, non? Franchement. Bah voilà. Donc c'est très décevant. Ces deux axes expliquent vraiment en grande partie la grande mollesse de ce film, qui pourtant a des points intéressants, notamment sa sous-intrigue sur l'espionnage et l'espionnage moderne, qui revient, un thème qui était déjà dans le précédent, mais qui revient sous une autre forme cette fois-ci, à travers un personnage qui s'appelle C, et qui veut réformer les renseignements au niveau international pour s'attaquer au terrorisme. Et évidemment, quand on essaie de réformer, de centraliser les informations de l'espionnage et du contre-espionnage en un seul point, et ben on est dans la dictature, hein. La dictature est toute proche. Et c'est bien abordé. Je trouve que c'est une manière assez maligne d'aborder l'histoire. Le personnage de C est bien interprété aussi. Bon bref, on a ce thème de l'angoisse de la surveillance dictatoriale qui est intéressant, mais malheureusement qui est forcément faible quand l'intrigue principale peine à décoller. Et ça c'est vraiment dommage, parce que la sous-intrigue a le mérite de bien solidifier l'intrigue principale, de lui donner un contexte intéressant. En plus, le casting est impeccable. On a Ralph Fiennes, qui est évidemment
Ralph Fiennes, hein, qui est excellent hein, dans le rôle de M, impeccable, et qui a été introduit dans le film précédent et qui est encore très bon. Celui-là, il n'y a rien à dire. Naomi Harris qui fait le taf dans le rôle de Moneypenny, Rory Kinnear qui joue un des hommes du MI6, toujours le même homme de main là, qui joue très bien. On a Ben Whishaw dans le rôle de Q qui est toujours excellent, il n'y a rien à dire, et qui a un peu plus de présence toujours dans ce film-là et qui fait son taf. Même Andrew Scott est là. Alors Andrew Scott, c'est celui qui joue le personnage qui s'appelle C, et qui est le Moriarty de la série Sherlock, avec Benedict Cumberbatch, donc acteur qui est bien foufou, mais qui pour le coup est lui aussi bizarrement anesthésié. Alors visiblement c'était un choix hein, de direction d'acteur, les acteurs les plus, Christophe Waltz, Andrew Scott, des mecs qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire des personnages complètement ouf, décalés, et en même temps terrifiants, mystérieux, bizarres comme ça, on a choisi de les anesthésier, de leur enlever leur graine de folie, on leur a dit vas-y joue simple. Non, t'en fais trop, joue calme. Ok, si vous voulez. C'est absurde, c'est stupide, ça ne fonctionne pas, mais si vous voulez, ça donne un film du coup qui patauge malheureusement dans une sorte de mollesse, un côté mi-figue mi-raisin, c'est impressionnant quoi. En fait, voilà, pour résumer, heureusement que la sous-intrigue est solide, parce que sinon, on aurait une relation Bond-Madeleine méchant qui serait beaucoup... qui a beaucoup d'emphase dans la mise en scène, et dans sa réalisation, mais qui, à cause de son écriture, est vraiment très creuse. Tout est dit par les personnages, frontalement, et il n'y a aucune aspérité. Et ça, je crois que ça règle tout en termes de ce qu'est ce film. Hein. Ça résume bien le film, hein. C'est un film avec beaucoup d'emphase dans sa réalisation, mais c'est un film creux. Je dirais même encore une autre formule, ce serait Spectre, ce serait Skyfall, mais en mou. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, pour finir cette review et cette grande rétrospective sur les James Bond, Mendes a quitté James Bond sur ce film-là, et je pense vraiment que s'il en a fait 2, c'est qu'il avait une idée de trilogie en tête, mais la production lui a visiblement cassé les pieds, et des choses auxquelles, tout simplement, je pense que Sam Mendes ne voulait pas faire. Première chose, c'est prendre Christophe Waltz pour le faire un personnage, on va dire, évident. Ça ne ressemble pas à l'écriture de Sam Mendes, ça ressemble pas à son style de film, de scénario. Je vous conseille de regarder Les Noces Blanches, Jarhead, pour vous rendre compte que ce mec, il écrit des personnages complexes et c'est ça qui l'intéresse. Donc on lui a imposé, à un moment donné, un Christophe Waltz neutre. Je comprends pas l'idée, je trouve ça stupide. Quoi qu'il en soit, Sam Mendes a dû faire avec, au point de finir le film, mais finalement, il a quitté le navire et à mon avis, il a eu raison, parce que je pense vraiment que la production a imposé, notamment à travers les scénaristes Purvis et Wade, et l'arrivée d'autres scénaristes pour essayer de corriger le tir, visiblement, de revenir vers un James Bond un peu archaïque, ce qui pourtant avait dynamité sa maison dans Skyfall comme symbole, mais non, il fallait le faire revenir à « je drague des femmes facilement », mes ennemis c'est des vrais méchants qui veulent s'en prendre à moi, et du coup on a voilà des séquences de poursuite qui tirent un peu sur la corde. Il y a une séquence de poursuite notamment où James Bond est en avion, il y a un plan sur James Bond dans l'avion, ce qui est absurde. Il est en train de poursuivre une voiture, on est en Suisse, je crois, oui. Et donc il vole avec l'avion à côté de la route qui est près d'une sorte de grand ravin, je sais plus exactement où il est. Et il vole à hauteur de l'avion, et il regarde le méchant qui conduit la voiture, ou qui passe au siège passager par la fenêtre, en ouvrant la fenêtre. J'ai trouvé ce plan assez ridicule. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? Genre, c'est moi qui te poursuis. Ouais, bon bah d'accord. À quoi sert ce plan ? Enfin, voilà, donc il y a des moments comme ça où tu sens vraiment que Mendes a été un peu emmerdé par la production pour redonner une forme, aller vers un James Bond qui serait enfin redevenu le séducteur intrépide des films précédents. Finalement, ils sont pas allés jusqu'au bout de cette idée, puisque cette série de James Bond veut être une série. Et donc, il est donc en relation avec Madeleine, et forcément Madeleine sera présente d'une manière ou d'une autre dans le film suivant. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que Mendes voulait faire des personnages aussi frontaux, aussi frontal métaphoriquement. Ou plutôt métaphorique de manière aussi frontale, excusez-moi. Comme le personnage de Madeleine et le personnage du méchant. Du coup, on se retrouve avec un film vraiment qui patauge, au point d'anesthésier même des seconds rôles qui auraient pu être très sympas, comme celui d'Andrew Scott, en l'occurrence. Ensuite, pour dire, et pour le deuxième élément qui
qui prouve à mon avis que la production est devenue casse-couille et qu'elle veut plus être aussi radicale que sur les films précédents, ce qui est très dommage puisque ça a donné Casino Royale et Skyfall. Sur 3 films, on avait 2 excellents films, vraiment. On a eu Quantum of Solace qui a été emmerdé par la production. On ne saura jamais vraiment ce que Mark Forster aurait pu faire avec un vrai script. Mais en l'occurrence, on avait 2 excellents films sur 3. Mais visiblement, ça n'a pas rassuré la production qui veut revenir vers du vieux James Bond. La preuve, ils ont casté après Sam Mendes Danny Boyle. Danny Boyle, réalisateur des extraordinaires 28 jours plus tard. J'ai pas aimé Slumdog Millionnaire, mais qui a été un énorme succès. Sunshine, que j'aime beaucoup, Trainspotting 1 et 2, bref, Danny Boyle, quoi. 124 heures, si je dis pas de bêtises, vous savez, l'histoire du mec qui s'est cassé le bras, là, avec James Franco. Donc voilà, un putain de réal, qui finalement est resté sur le projet, sur une pré-production d'1 an, avant de quitter le navire, et maintenant c'est Cary Fukunaga, le créateur de la série, notamment True Detective, et le scénariste de la saison 1 et 2, d'ailleurs. Scénariste principal des saisons 1 et 2, showrunner, donc, qui va donc réaliser le prochain James Bond. Donc toujours des forts caractères avec des vrais des CV qui font plaisir, quoi. Car il faut Fukunaga a un CV plus petit, mais les True Detective, c'est quand même si la saison 2 a beaucoup moins plu, la saison 1, c'était un coup de pied dans les... C'est exceptionnel, ce True Detective. Tiens, il faudrait que je fasse une review sur True Detective 1, ce serait sympa. On va se faire ça bientôt. Et donc, en l'occurrence, ça me donne l'occasion de la regarder à nouveau, ce qui est plutôt cool. Tout ça pour dire, ils reprennent des réalisateurs costauds. Danny Boyle avait plus d'expérience que Cary Fukunaga, ce qui me fait penser qu'ils prennent un réalisateur avec un peu moins d'expérience pour lui faire un James Bond, mais tout en gardant le truc qu'il a pas assez d'expérience pour pouvoir encore imposer des choses du genre, il faut que le vieux James Bond revienne en quelque sorte un peu maintenant, il faut que Daniel Craig aille dans cette direction-là, ce qui serait vraiment dommage, parce que ça donne des James Bond mous de nouveau. Tout simplement. Quand la production remet les mains dedans et recommence à dire non, il faut qu'on fasse de la métaphore, il faut que ce soit moins viscéral, il faut que James Bond... il soit un peu plus, comment dire, il faut qu'on revienne vers le pistolet, il a balancé le couteau dans Skyfall à la fin, ce qui serait bien, ce serait qu'il refasse le coup du pistolet, parce que c'est celui de James Bond, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, quand on revient de manière lourde, sans finesse sur le passé de James Bond, on alourdit tout, et on transforme des scénarios et des idées qui avaient l'air bonnes à la base, comme ceux de Spectre, en redites mal fagotées de ce qu'était James Bond avant les James Bond, et c'est dommage. Notamment parce que je pense vraiment qu'une trilogie de Mendes et de Logan, si on les avait laissés travailler, j'aurais payé pour voir ça. J'aurais vraiment payé pour voir ça. Là maintenant, je me méfie du prochain James Bond. J'espère que Cary Fukunaga va avoir la force d'imposer à la production vraiment une lecture originale et intéressante des suites de l'histoire de James Bond, et notamment de son rapport avec Madeleine. Mais ça m'inquiète quand même, parce que je suis obligé d'être un peu pessimiste quand je vois qu'ils ont saboté un peu le travail de Mendes sur Spectre. Mendes ne s'en est jamais plaint, hein, il connaît les règles d'Hollywood, mais moi perso j'aurais préféré à un moment donné qu'il puisse aller au bout, plutôt que d'avoir un scénario finalement mis sous perfusion et à qui on a mis des freins à main partout, sous prétexte de faire une grande conclusion. Ça me permet d'aborder un point qui est pour moi important dans cette conclusion, c'est... Autant j'aime l'idée d'aller vers un James Bond plus sériel, autant je n'aime pas l'idée d'avoir des films qui sont des suites trop directes. Comme je vous l'avais dit, j'avais même pas compris dans Quantum of Solace que Quantum of Solace était une suite, mais genre juste après Casino Royale, quand je l'avais vu au cinéma. C'est à la fin où je me suis dit, ah oui, c'est juste après. J'avais vraiment mis quasiment tout le film à comprendre ça, parce que j'avais pas l'habitude de ça c'est mon problème. Mais au-delà de ça, ça ne fonctionne pas. Ça fait des films, des épisodes de séries, c'est comme si on disait les gens, avant de venir voir ce film, rematez les 2 films avant. Alors à l'époque du téléchargement et tout ça, à l'ère du téléchargement et tout ça, je veux bien que ce soit plus facile. Nonobstant, je pense que c'est une faiblesse de faire ça. Ça fait des films qui de plus en plus comptent sur les films précédents pour leur donner de la densité. Et ça, par contre, c'est pas acceptable. Un film, c'est une boucle de 2 heures. Il doit avoir son truc à raconter, il doit aller à fond dans ce truc-là. Et s'il doit faire fi pour ça d'être une suite, tant mieux. Si ça fait de lui un meilleur film. Si par contre le fait d'être une suite est réellement impliqué dans le film, pas de souci. J'ai parlé dans ma dernière critique de Mission Impossible notamment, à quel point ça ne fonctionne pas quand on compte sur les films précédents pour faire 2, 3, 4 éléments importants du scénario du film où on est. Il faut que le scénario du film lui-même soit très fort. Ensuite, naturellement, de manière organique, il y a d'autres éléments qui peuvent venir se rajouter. Et je suis radical sur la question parce que les Missions Impossibles et James Bond sont de très bons exemples que ça ne marche pas. J'avais expliqué un petit peu dans ma critique de Mission Impossible Fallout en quoi
je trouvais que ça fonctionnait dans le MCU, mais j'ai l'impression que j'ai pas été assez clair. Alors je vais le préciser ici, puisque je trouve que ça fonctionne bien avec, comme parallèle avec les James Bond. Entre les James Bond, il y a 3 ou 4 ans entre chaque film. Quand on met 3 ou 4 ans entre chaque film, on peut se dire, comme la production semble le dire, qu'on a vu les précédents films plusieurs fois. Mais je pense qu'il vaut mieux se dire que les gens ont oublié ou se souviennent très mal de l'intrigue des films précédents. C'est beaucoup plus réaliste avec le nombre de séries, de films que les gens regardent dans notre époque. Et je pense que non seulement c'est mal vu par rapport aux spectateurs actuels, mais en plus, même en termes d'écriture, à moins de faire quelque chose aussi frontal que le MCU a inventé un truc simple, c'est la scène post-générique. Ça a l'air con, mais la scène post-générique, elle dit à chaque fois, après chaque film, on est dans une suite de quelque chose, d'un univers qui est plus long. Vous avez vu une partie de quelque chose qui est le plus long. Mais c'est assumé par la scène post-générique. Au moins par la scène post-générique, c'est assumé. Quand c'est pas assumé directement dans le film, par des répliques des personnages, qui peuvent être cotonneuses pour ceux qui n'ont pas vu les films précédents, et c'est pas grave, parce que ça n'empêche pas, ça ne doit pas empêcher la lecture du film. Je rappelle que je mets un gros bémol à ce que je dis là, puisque ça foire ce que je suis en train de dire dans Infinity War, la première partie, ça foire complètement, mais dans les autres films du MCU, ça fonctionnait parce que justement, on évoquait de manière lointaine l'univers, on comprenait à quoi il était référence, et s'il y a une réplique qui évoquait une référence à laquelle on comprenait pas parce qu'on n'avait pas vu les autres films, ça ne posait pas de problème puisque c'était pas une réplique principale. Or là, justement, que ce soit dans les Missions Impossibles ou dans les James Bond, on joue sur ce fait que vous connaissez les photos et les images des méchants des films précédents. Ouais, non. Juste non. Vous les réintroduisez réellement, vous mettez pas leurs photos en disant « Waouh, c'est important ». Parce que sinon, ça crée vraiment des séquences. Moi, je me disais ça devant Spectre, les gens voient les photos, ils se disaient « Alors, c'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi ?» Ah, c'est des gens qui étaient là avant. Bah, super. Ils sont pas réintroduits. Ça, c'est pas une utilisation intelligente d'une suite. Je trouve ça super intéressant de faire des films qui sont des suites, et je trouve que le MCU le gère bien. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, je suis contre parce que, au-delà de 2-3 ans qui séparent un film d'un autre, à part être dans des films qui jouent clairement sur un cliffhanger qui annonce une suite, les films du MCU le font un petit peu, en disant « il va se passer ça dans le film suivant », en tout cas on vous tease un petit peu sur la suite, et c'est cool, ils l'assument. Ou alors on est clairement dans des suites, je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux, hein, voilà, à la fin du 1 on sait que l'histoire où elle en est, et ça redémarre comme ça au début du 2, et à la fin du 2 on sait où ça finit comme cliffhanger, et on redémarre là au début du 3. À moins de faire des choses comme ça très frontales, et encore une fois le Seigneur des Anneaux c'était un film par an, je trouve quand même que c'est beaucoup plus cohérent hein, pour un film qui date de 2000, pour une trilogie qui date de 2001 à 2002, je pense vraiment que c'est une erreur de faire des suites frontales sans réintroduire clairement les intrigues précédentes. Et ça affaiblit énormément la qualité intrinsèque du dernier Mission Impossible, mais aussi de Spectre. Ça l'alourdit, ça l'autoréférence, on dirait que l'univers est complètement un ego trip. Franchement, moi, ça m'inquiète, et j'espère qu'ils vont arrêter de faire ça de manière aussi frontale, sinon on va se retrouver avec des films comme ça qui nagent complètement dans leur bulle, et qui se transforment en séries télé, sous prétexte que les séries télé cartonnent. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. La série télé ont des faiblesses, ils ont souvent moins de moyens parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire plusieurs épisodes qui coûtent très cher. Hein. Je vous renvoie à la dernière saison de Game of Thrones qui a donc 8 épisodes et pas 10 parce que ça coûtait un rein de faire des scènes de bataille et de faire 3 scènes de bataille dans une même saison avec plein de figurants et plein d'effets spéciaux. Donc ils ont eu l'intelligence de réduire l'écriture à 8 épisodes, hein, ce qui en plus je trouve a beaucoup densifié l'action, ce qui était une très bonne idée pour ces saisons-là. Je ferai des critiques probablement de chaque saison de Game of Thrones à un moment donné, je suis très motivé de le faire, parce qu'il y a une transformation de l'écriture qui parle vraiment très bien des séries modernes, contemporaines, et la transformation petit à petit des séries entre 2005 et puis aujourd'hui 2018. Donc je ferai des retours là-dessus. Mais tout ça pour dire, c'est des séries. Elles assument le fait d'avoir moins de moyens, mais elles doivent jouer sur le cliffhanger, la densité de l'histoire, d'autres éléments, le fait d'avoir la possibilité de développer une histoire sur 13 heures, 24 heures, quand on a 24 épisodes, 13 épisodes, 10 heures, vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont cette force-là. Les films n'ont pas cette force-là, par contre, ils ont cette force de nous emmener au cinéma, de nous emprisonner dans leur mise en scène, on est dans une pièce, on ferme notre bouche, on subit ce que l'image et le son nous envoient, et du coup, on force un peu notre attention. Mais il y a plein d'autres éléments qui font le cinéma. Le fait que c'est une bulle de 2 heures, c'est une force. On peut choquer, changer le point de vue des gens de manière beaucoup plus frontale. C'est plus dur quand les gens regardent la télé chez eux, de les faire complètement vriller sur une idée, ou de les embarquer sur quelque chose qui les intéresse pas. Ils changent de scène, ils zappent, ils regardent ailleurs, ils mangent leurs chips. Ou alors ils vont aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont à la maison, quoi. Donc c'est ça, cette force du cinéma-là n'a pas besoin de s'empouler avec des questions de suite et de suite et de suite à rallonge. Bref, je m'emporte, mais vous comprenez ma critique.
Et c'est un peu ma critique globale sur malheureusement ces James Bond. Même dans Skyfall que j'aime, il y a trop de références à mon avis déjà au film précédent, même si c'est mieux modéré. Mais là, Spectre, pour moi, c'est le pompon. Et j'espère vraiment qu'ils vont arrêter de faire ça. Qu'au début de Spectre, on va réintroduire le personnage, si Blofeld doit revenir, le personnage de Christophe Waltz doit revenir, désolé pour le mini-spoil, qu'il le fasse, mais qu'il soit réellement introduit dans l'histoire, qu'on parle de ce qui a été fait avant, qu'on le montre comme ils veulent, mais que ce soit introduit pareil pour le personnage de Madeleine Swann. Bref. C'est malgré tout un bon James Bond, on passe pas un mauvais moment devant Spectre. Mais ce sera toujours un peu décevant de dire ça après Casino Royale ou Skyfall désormais. Dire c'est un bon James Bond, ça veut dire on est en dessous de Casino Royale, on est en dessous de Skyfall, et c'est des films qui ont élevé le standard d'attente moyen d'un James Bond à quelque chose de plus haut, quoi. Ils ont augmenté le niveau moyen. Donc du coup, forcément, il y a encore 15 ans, Spectre aurait été vu comme un très bon, voire un excellent James Bond. Aujourd'hui, c'est juste un bon James Bond. Mais c'est pas très positif de dire ça. Je pense que la production, on en a conscience, hein, puisqu'ils sont passés par Mendes, maintenant Boyle et puis Fukunaga, donc ils veulent aller vers le haut, et maintenant ils veulent vraiment faire des James Bond qui sont des films avant tout. Mais visiblement, ils ont encore des difficultés à comprendre que les réals forts et singuliers, faut les laisser travailler, quoi. Et en l'occurrence, je pense que Mendes et Logan faisaient du bon taf. C'est dommage. On verra ce que ça donnera avec Cary Fukunaga. Mais grosso modo, vous avez compris ma critique sur les James Bond. C'est une série de films que j'aime bien, franchement, que je regarderai sans déplaisir, mais je vais donner une priorité claire à Casino Royale et à Skyfall dans mes revisionnages. Et je vais dire clairement que Spectre, ce sera peut-être pas celui que je vais regarder de sitôt, à mon avis. Même Quantum of Solace, au moins, m'avait amusé. Spectre, j'ai trouvé par moments classe, mais franchement, me le retaper, non, clairement non. Voilà, c'est la fin de ma review sur les James Bond. Dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis sur cette série des James Bond, ce que vous espérez pour la suite, tiens, ça peut être aussi intéressant. Et puis n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, liker, partager si vous voulez, mais surtout, dites-moi ce que vous en pensez, c'est vos commentaires qui m'intéressent, ça permettra de faire évoluer mon point de vue et les vidéos futures et de leur faire gagner de la qualité, évidemment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, excusez-moi, les amis, et on se dit à très bientôt. J'ai pas fait de partie spoiler au final, mais je pense que c'était pas nécessaire. Je pensais en faire une au départ pour aller un peu plus loin, mais je trouve que j'ai bien résumé ce que je voulais dire sur la série des James Bond et sur ce film, et je pense que c'est pas la peine de tirer encore sur l'ambulance. On va s'arrêter là donc. Merci beaucoup les amis, et à très bientôt pour un nouvel épisode de À voir. À bientôt les amis, ciao ciao.